Mes parents m'ont coupé les cheveux pendant que je dormais, pour que je ne sois pas plus jolie que ma sœur le jour de son mariage. Je me suis réveillé chauve la veille du grand jour. Ma mère a appelé ça justice. Mon père a ajouté, peut-être que quelqu'un aura enfin pitié de toi. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Je m'appelle Claire, j'ai 29 ans. Avant de continuer mon histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez et abonnez-vous pour suivre mon parcours de victime à victorieuse face à une trahison familiale inimaginable. Pour comprendre pourquoi mes parents feraient quelque chose d'aussi horrible, vous devez connaître notre histoire familiale. Ayant grandi dans la banlieue parisienne, j'étais toujours la jolie fille tandis que ma sœur Émilie était la fille intelligente. Pas par mon choix. Ce sont des étiquettes que nos parents nous ont attribuées dès notre plus jeune âge. La vérité est que j'ai travaillé incroyablement dur à l'école, j'ai maintenu une excellente moyenne tout au long de mes études supérieures et j'ai finalement décroché un excellent emploi en marketing. Mais aux yeux de mes parents, surtout ceux de ma mère, les accomplissements d'Émilie surpassaient toujours les miens. Notre maison avait l'air parfaite de l'extérieur, une grande maison avec un jardin bien entretenu et une clôture blanche. Mon père, Laurent, travaillait comme conseiller financier, tandis que ma mère, Isabelle, dirigeait une entreprise de décoration intérieure prospère. Nous dînions en famille tous les soirs et prenions des vacances annuelles sur la Côte d'Azur. La famille française parfaite, sauf qu'à huis clos, la dynamique était toxique. Émilie a encore eu un A à son projet scientifique, annonçait ma mère au dîner, puis se tournait vers moi avec un œil critique. Claire, peut-être pourrais-tu demander de l'aide à ta sœur pour tes devoirs au lieu de passer autant de temps sur tes cheveux. Je me souviens avoir gagné un concours de poésie au lycée. Quand je suis rentré à la maison, serrant mon certificat avec excitation, mon père a à peine levé les yeux de son journal. C'est bien, chérie. As-tu entendu dire qu'Émilie a été acceptée à ce programme d'été dans une grande école prestigieuse? Le schéma s'est poursuivi tout au long de nos vies. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, ma mère a commenté à quel point j'étais chanceuse que mon joli visage m'ait aidé. Quand j'ai décroché mon premier emploi professionnel, mon père a suggéré que mon patron m'avait probablement embauché pour la vue du bureau. Ces remarques douloureuses sont devenues si normales que j'ai appris à ravaler mes accomplissements plutôt que de les partager avec ma famille. Émilie n'était pas innocente dans cette dynamique non plus. En grandissant, elle faisait des crises de colère si je recevais la moindre attention. Quand nous étions adolescentes, elle a une fois détruit ma robe de bal la veille de la danse parce qu'elle avait entendu quelqu'un dire que je serais probablement élue reine du bal. Elle s'est excusée en larmes par la suite. Et je lui ai pardonné parce que c'est ce que font les sœurs. Mais le schéma a continué à l'âge adulte. Quand j'ai été promue au travail l'année dernière, Émilie ne m'a pas parlé pendant 2 semaines. Quand j'ai acheté ma première voiture, une modeste voiture d'occasion pour laquelle j'avais économisé, elle s'est plainte à nos parents que je faisais étalage. C'était épuisant d'essayer d'atténuer ma lumière juste pour maintenir la paix dans la famille. Les choses se sont dramatiquement aggravées quand Émilie a rencontré Thomas, son actuel mari. Il venait de la vieille aristocratie, travaillait dans un cabinet d'avocats prestigieux et cochait toutes les cases que mes parents avaient pour un bon parti. Dès le moment où ils ont commencé à sortir ensemble, Émilie est devenue encore plus compétitive avec moi. Si je portais une robe pour le dîner du dimanche, elle ferait une remarque sur la façon dont j'essayais toujours de voler l'attention. Si je mentionnais un accomplissement professionnel, elle changeait immédiatement de sujet pour parler de ses projets avec Thomas. Quand ils se sont fiancés après seulement 6 mois de fréquentation, mes parents étaient fous de joie. La planification du mariage est immédiatement devenue le centre de notre univers familial. Chaque conversation, chaque réunion de famille, chaque fête était consacrée au mariage d'Émilie. J'ai essayé d'être de soutien, offrant d'aider avec les invitations, l'accompagnant pour des dégustations de gâteaux, utilisant même mes compétences en design pour créer des cartes de remerciements personnalisées. Mais rien de ce que je faisais n'était suffisant. Tu fais juste ça pour me surpasser, m'a accusé Émilie quand je lui ai montré les belles cartes que j'avais conçues. Tu sais que tu es meilleur que moi pour ces trucs artistiques. Malgré la tension, je voulais sincèrement réparer notre relation. Quand Émilie m'a demandé d'être demoiselle d'honneur, clairement sous la pression de notre famille élargie qui aurait remarqué mon absence, j'ai accepté avec l'espoir que cela pourrait être un tournant pour nous. N'essaie juste pas de te faire remarquer, m'a-t-elle averti après me l'avoir demandé. C'est mon jour. Je ne savais pas à quel point ma famille irait loin pour s'assurer que je ne me ferais pas remarquer au mariage de ma sœur. Les 6 mois précédant le mariage d'Émilie ont été un cours magistral sur le dysfonctionnement familial. En tant que demoiselle d'honneur,
on attendait de moi que j'assiste à chaque événement pré-mariage avec enthousiasme tout en me rendant simultanément aussi invisible que possible. La fête de fiançailles a donné le ton. J'ai porté une robe noire simple, un maquillage minimal et j'ai attaché mes cheveux en un chignon conservateur. Je suis resté en retrait, j'ai aidé à servir les boissons et je me suis assuré qu'Émilie avait toujours ce dont elle avait besoin. Malgré mes efforts, j'ai entendu ma mère et ma tante Hélène dans la cuisine. Claire essaie de bien se comporter, mais vous savez comment les hommes la regardent toujours. Ma mère a soupiré. Émilie mérite une journée où elle est le centre de l'attention. Peut-être suggérer à Claire de porter quelque chose de moins flatteur pour le mariage. Tante Hélène a offert. Ou la faire une lecture pour qu'elle soit assise devant, dos à tout le monde. J'ai fait semblant de ne pas entendre et j'ai continué à arranger les desserts sur les plats, ravalant la blessure. La fête prénuptiale a été encore pire. La future belle-mère d'Émilie, Françoise, une femme gentille qui ne participait pas aux dynamiques familiales, a complimenté mes décorations faites maison. Tu as un don naturel pour la beauté, Claire, a-t-elle dit chaleureusement. Ces arrangements sont superbes. Plus tard, j'ai trouvé Émilie en train de pleurer dans la salle de bain. Tu n'as vraiment pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas, sanglota-t-elle. Tu devais t'assurer que tout le monde remarquait ta touche spéciale à ma fête prénuptiale. Émilie, j'essayais juste de rendre ta journée spéciale, j'ai répondu. Épuisé par les précautions constantes que je devais prendre, j'ai marché sur des œufs. Eh bien, arrête de t'acharner. Tout le monde parle de tes décorations au lieu de mes cadeaux. Ce schéma s'est répété à chaque événement. Lors de l'enterrement de vie de jeune fille, Émilie m'a accusé de flirter avec le barman, qui était clairement juste amical avec tout le monde. Lors des essayages de robes, elle a exigé que je choisisse une robe de demoiselle d'honneur d'une taille trop grande pour que j'aie l'air négligé. J'ai obtempéré, voulant la paix plus que ma fierté. Le dîner de répétition a été le point de rupture. J'ai porté une robe marine modeste, des chaussures plates et un maquillage minimal. Je me suis assise tranquillement au bout de la table et n'ai parlé que lorsqu'on m'adressait la parole. Mais le fiancé d'Émilie, le frère de Thomas, Alexandre, n'arrêtait pas d'engager la conversation avec moi. Il était le témoin et était assis à côté de moi. Toi et Émilie ne vous ressemblez pas du tout, a-t-il observé. Vous êtes toutes les deux belles, mais de manière complètement différente. Merci, j'ai répondu doucement. Émilie est la vraie beauté de la famille. Ce n'est pas ce que je vois, a-t-il dit gentiment. Tu as cette lueur naturelle en toi. Et tes cheveux sont incroyables. Je n'ai jamais vu cette nuance de blond en dehors d'un magazine. Je n'ai pas réalisé que ma mère avait entendu cet échange avant de l'avoir chuchoté furieusement à Émilie. Toutes les deux me foudroyaient du regard de l'autre bout de la table. Émilie s'est excusée peu après et je l'ai trouvée en pleine crise de larmes dans la salle de bain du restaurant. Tu es en train de tout gâcher, a-t-elle hurlé, le mascara coulant sur son visage. Alexandre n'a pas arrêté de te regarder toute la nuit. Toute la famille de Thomas se demande probablement pourquoi il ne t'a pas choisi à la place. Émilie, c'est ridicule, j'ai essayé de la raisonner. Alexandre était juste poli. Tout le monde ici célèbre toi et Thomas. Alors pourquoi sa mère a-t-elle demandé si nous étions toutes les deux mannequins? Elle a dit que nous avions les mêmes pommettes, a sangloté Émilie. Tu fais toujours ça. Tu voles toujours ma vedette. J'ai passé l'heure suivante à la calmer, à refaire son maquillage et à lui assurer qu'elle était la future mariée la plus belle du monde. Au moment où nous sommes retournés à table, j'étais émotionnellement épuisé mais j'espérais que nous avions dépassé la crise. Cette nuit-là, après être rentré chez mes parents où je logeais pour le week-end du mariage, j'ai fait un effort particulier pour me connecter avec Émilie. J'ai frappé à la porte de sa chambre d'enfance avec une offrande de paix, son thé préféré. Peut-on parler? J'ai demandé doucement. Étonnamment, elle m'a laissé entrer. Nous nous sommes assises sur son lit comme nous le faisions quand nous étions adolescentes. Et pendant un bref instant, j'ai vu de la vulnérabilité au lieu de la jalousie dans ses yeux. Je suis nerveuse pour demain, a-t-elle admis. Et si je ne suis pas assez bien pour Thomas? Émilie, il t'adore, j'ai dit sincèrement. Tout le monde peut le voir. Tu vas être une belle mariée et avoir une vie incroyable ensemble. Pendant un instant fugace, nous nous sommes connectés comme de vraies sœurs. Elle m'a même fait un câlin avant que je parte pour ma propre chambre. Merci, Claire, a-t-elle dit. Je suis contente que tu sois là demain. Je suis allée me coucher cette nuit-là pleine d'espoir. Peut-être que le mariage marquerait un nouveau chapitre dans notre relation.
Peut-être qu'une fois qu'Émilie serait solidement mariée, ses insécurités à mon sujet s'estomperaient. Je me suis endormi en me faisant des promesses mentales de continuer à la soutenir, de continuer à être la personne la plus raisonnable, de ne jamais abandonner notre sororité. Je n'avais aucune idée que pendant que je rêvais de réconciliation, mes parents complotaient mon humiliation. La sensation de quelque chose frôlant mon visage m'a réveillé. Encore à moitié endormi, j'ai levé la main pour l'enlever et j'ai senti quelque chose de doux tomber sur ma main. J'ai ouvert les yeux et vu une longue mèche de cheveux blonds. Mes cheveux gisaient sur mon oreiller. Confuse, je me suis assise rapidement et d'autres cheveux sont tombés de mes épaules. C'est là que j'ai vu ma mère debout au pied de mon lit, ciseaux à la main, un tas de cheveux dorés à ses pieds. Mes mains se sont portées à ma tête avec horreur, sentant les zones irrégulières où mes longs cheveux avaient été coupés à la hache. Certaines zones coupées si près du cuir chevelu que je pouvais sentir la peau. Maman, ma voix est sortie comme un murmure étranglé. Que as-tu fait? Ce qui devait être fait, a-t-elle répondu calmement, comme si couper les cheveux de sa fille endormie était parfaitement rationnel. C'est justice pour Émilie. Elle mérite de briller le jour de son mariage. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Je me suis précipité hors du lit et j'ai couru vers le miroir de ma commode. Le reflet qui me regardait était méconnaissable. Mes cheveux, les longues vagues blondes que j'avais laissées pousser et dont j'avais pris soin depuis l'enfance, étaient détruits, coupés en mèches déchiquetées et inégales, avec certaines zones presque chauves et d'autres pendant en touffes maladroites. Pourquoi? J'ai haleté, les larmes coulant sur mon visage. Pourquoi m'as-tu fait ça? Mon père est apparu dans l'encadrement de la porte alors, observant la scène avec des yeux froids. Maintenant, peut-être que quelqu'un aura enfin pitié de toi au lieu de t'envier, a-t-il dit platement. Émilie mérite d'être le centre de l'attention demain, pas toi. La trahison était si profonde, si inattendue que je ne pouvais pas former de mots. C'étaient mes parents, les personnes censées m'aimer et me protéger, et ils m'avaient violé pendant que je dormais. Tout ça pour apaiser les insécurités d'Émilie. J'ai couru à la salle de bain et j'ai fermé la porte à clé, glissant le long de celle-ci tandis que les sanglots secouaient mon corps. Dans la lumière crue de la salle de bain, les dégâts semblaient encore pires. Mon cuir chevelu était visible à plusieurs endroits où les ciseaux avaient coupé trop près. Il y avait des entailles où la peau avait été coupée. Un côté était nettement plus court que l'autre. Ce n'était pas juste une mauvaise coupe de cheveux. C'était une mutilation délibérée. Mes mains tremblant, j'ai cherché mon téléphone pour appeler mon amie Laura, seulement pour découvrir qu'il avait disparu. Quand j'ai frappé à la porte de la salle de bain en exigeant mon téléphone, ma mère m'a calmement informé qu'il l'avait mis quelque part en sécurité jusqu'après le mariage. Tu n'appelleras personne, a-t-elle dit à travers la porte. Tu ne vas pas gâcher ça pour Émilie avec tes caprices. Mes caprices? J'ai crié. Tu m'as coupé les cheveux pendant que je dormais. Ça repoussera, a-t-elle dit en rejetant l'idée. Arrête d'être si vaniteuse. Je suis resté enfermé dans cette salle de bain pendant des heures, alternant entre sanglots et état de choc engourdi. Vers midi, il y a eu un léger coup à la porte. Claire, c'est Émilie. Est-ce que je peux entrer? J'ai déverrouillé la porte, en partie espérant que ma sœur serait horrifiée par ce que nos parents avaient fait. Au lieu de cela, après un premier halètement de choc, j'ai vu son expression se transformer en quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit, sa main couvrant sa bouche de manière peu convaincante. « Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux ?» Demande à maman, j'ai dit amèrement. Elle a fait ça pendant que je dormais. Les yeux d'Émilie ont furtivement regardé ailleurs, coupable. Eh bien, c'était extrême, mais peut-être que c'est pour le mieux. Tu attires toujours tellement l'attention avec tes cheveux. À ce moment-là, j'ai su qu'elle savait. Peut-être pas le plan exact, mais elle savait que quelque chose serait fait pour s'assurer que je ne l'éclipse pas. Je ne viens pas à ton mariage, ai-je déclaré platement. Trouve une autre demoiselle d'honneur. La fausse compassion d'Émilie a disparu instantanément. Tu viens absolument. Si tu ne viens pas, maman et papa te couperont complètement les ponts. Plus d'aide pour le loyer de ton appartement. Plus de relations familiales pour ton travail, rien. Tu seras complètement seul. La menace était claire, bien que j'étais financièrement indépendante, mes parents avaient co-signé le bail de mon appartement dans la ville chère où je travaillais. Ils pouvaient rendre ma vie très difficile s'ils le voulaient. Tu es ma sœur, j'ai murmuré. Comment as-tu pu les laisser me faire ça? Ce ne sont que des cheveux, a-t-elle répondu froidement.
Arrête d'être si dramatique. Le mariage est demain, et tu seras là, exactement comme maman l'a prévu. Fin de la discussion. Quand elle est partie, j'ai cherché frénétiquement des moyens de réparer le désastre sur ma tête. Peut-être un chapeau, une écharpe. Mais quand je suis sorti de la salle de bain des heures plus tard, j'ai découvert que ma mère y avait pensé aussi. Ma valise avait été vidée. Toutes les écharpes, chapeaux et accessoires capillaires avaient mystérieusement disparu. Nous avons programmé un rendez-vous d'urgence avec la coiffeuse du mariage demain, m'a informé ma mère pendant le dîner, auquel j'ai été forcé d'assister malgré mes yeux rouges et enflés. Elle pense qu'elle peut l'égaliser en une coupe très courte, style pixie. Mon père ne m'a même pas regardé pendant le repas. Émilie alternait entre une fausse préoccupation lorsque nos parents appelaient pour s'enquérir des préparatifs du mariage et de petits sourires narquois dirigés vers moi lorsque personne ne regardait. Cette nuit-là, enfermé dans ma chambre d'enfance, je suis resté éveillé à fixer le plafond. Le choc initial s'était dissipé, remplacé par une colère froide et claire comme je n'en avais jamais ressenti. Pendant des années, je m'étais faite plus petite pour accommoder les insécurités de ma sœur. J'avais accepté le rôle de bouc émissaire familial, croyant qu'un jour ma patience et ma compréhension seraient récompensées par l'acceptation. Mais cette violation avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être franchie en retour. Alors que je caressais les restes déchiquetés de mes cheveux autrefois magnifiques, quelque chose s'est endurci en moi. La fille belle et conciliante est morte cette nuit-là, remplacée par quelqu'un qui a enfin compris que certaines trahisons ne peuvent et ne doivent pas être pardonnées. Le matin est arrivé avec des coups à ma porte à 6 heures. Debout et au travail. La voix de ma mère était joyeuse comme si hier n'était jamais arrivé. Nous avons une mariée à préparer. La coiffeuse, Marina, est arrivée à 7 heures et a halté en me voyant. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle demandé, avec une horreur sincère dans les yeux. Urgence de coiffure familiale, a répondu ma mère en douceur avant que je ne puisse parler. Claire a eu un petit accident avec du chewing-gum et a essayé de le couper toute seule. Impulsivité adolescente, vous savez. Nous avons besoin que vous fassiez votre magie. Je me suis assise en silence pendant que Marina faisait de son mieux, regardant encore plus de mes cheveux tomber sur le sol alors qu'elle essayait de créer quelque chose de symétrique à partir du chaos. Le résultat final a été une coupe pixie extrêmement courte qui laissait mes oreilles et mon cou exposés. J'avais l'air complètement différente, vulnérable et exposée d'une manière qui me donnait l'impression d'être nue. Je suis tellement désolé, a chuchoté Marina lorsque ma mère est sortie vérifier Émilie. J'ai fait de mon mieux. Ce n'est pas de votre faute, j'ai répondu, rencontrant ses yeux dans le miroir. Mais pourriez-vous me faire une faveur? Si quelqu'un vous demande, dites-lui la vérité, que je ne me suis pas fait ça moi-même. Elle a hoché légèrement la tête, une reconnaissance silencieuse du tort qu'elle percevait mais ne pouvait pas entièrement comprendre. Enfiler la robe de demoiselle d'honneur a été une autre humiliation. L'énorme monstruosité lavante d'une taille trop grande pendait sur ma silhouette, me faisant paraître encore plus diminuée avec ma nouvelle coupe de cheveux. Lorsque la maquilleuse a essayé de créer un look glamour pour compenser, ma mère est intervenue. Non, non, beaucoup plus naturel pour Claire, a-t-elle insisté. Juste un peu de poudre légère et peut-être une touche de baume à lèvres. Nous ne voulons pas en faire trop. Au moment où nous sommes arrivés à l'église, je ressemblais à une version pâle, tondue et noyée dans le tissu de moi-même. Les autres demoiselles d'honneur ont halté en me voyant, leur choc impossible à cacher. « Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux, Julia ?» s'est exclamée la colocataire d'université d'Émilie. Avant que je ne puisse répondre, Émilie est arrivée, resplendissante dans sa robe de mariée de créateur. Pauvre Claire a fait une crise de nerfs la nuit dernière, a-t-elle chuchoté assez fort pour que tout le monde entende. Elle s'est coupé les cheveux elle-même. Nous pensons qu'elle a été sous beaucoup de stress ces derniers temps. S'il vous plaît, n'en parlez pas. Nous essayons tous d'être de soutien. Le regard qu'elle m'a lancé me mettait au défi de la contredire. Avec mes parents qui rôdaient à proximité, je suis restée silencieuse. L'humiliation me brûlait comme de l'acide. La cérémonie a été floue. J'ai suivi mécaniquement les instructions, j'ai descendu l'allée en tenant mon bouquet, je me suis tenu à côté des autres demoiselles d'honneur et j'ai joué mon rôle assigné. Tout au long de cela, je pouvais sentir les regards et les chuchotements. L'église était remplie de gens qui me connaissaient depuis toujours. Tous étaient choqués par ma transformation. C'est pendant la séance photo que j'ai touché le fond. Le photographe, un ami de la famille de Thomas, essayait sans cesse de me positionner au dernier rang ou derrière d'autres demoiselles d'honneur.
Peut-être que Claire pourrait s'asseoir pour celle-ci, a-t-il suggéré diplomatiquement avec les autres debout derrière. En fait, a interrompu ma mère, pourquoi ne pas en faire quelques-unes sans Claire, juste pour avoir des options? Je me suis écarté, regardant tandis qu'il prenait photo après photo sans moi, ne m'incluant que dans les clichés où j'étais le moins visible. Malgré tout cela, Émilie rayonnait, plus confiante et radieuse avec chaque photo où elle ne se tenait pas à côté de sa sœur normalement jolie. Pendant la réception, j'ai entendu d'innombrables variations de l'histoire que ma famille répandait. Oui, la pauvre a eu une sorte d'épisode, a dit ma mère à ma grand-tante. Nous sommes très préoccupés par sa stabilité. Elle a toujours cherché l'attention, a confié mon père à son partenaire d'affaires. Elle ne supportait pas que ça ne soit pas pour elle, pour une fois. Même Émilie, tout en acceptant les félicitations de ses amis d'université, a réussi à l'inclure. Merci. Oui, ça a été une semaine difficile avec les drames familiaux. Ma sœur a quelques problèmes. Nous la soutenons pendant cette période difficile. La seule personne qui m'a montré une gentillesse sincère était Alexandre, le frère de Thomas et témoin. Il s'est assis à côté de moi à la table autrement vide où j'avais été placé, loin de la noce principale. « Tu ne t'es pas fait ça toi-même, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé doucement. La simple question, la première reconnaissance de la vérité de toute la journée, a failli me briser. J'ai légèrement secoué la tête, ne me faisant pas confiance pour parler sans pleurer. « Je pensais bien, » a-t-il dit. « Pour ce que ça vaut, tu es toujours belle. » Différente, mais belle. Sa gentillesse était presque plus difficile à supporter que la cruauté. Je me suis excusé avant que les larmes ne puissent recommencer à couler. Dans la salle de bain, j'ai éclaboussé mon visage d'eau froide et j'ai fixé mon reflet. La personne qui me regardait était une étrangère, vulnérable, exposée, diminuée. Mais alors que je me tenais là, quelque chose a changé dans mes yeux. La victime impuissante a commencé à s'effacer, remplacée par quelque chose de plus dur, quelque chose d'incassable. Je suis retourné à la réception juste au moment où mon père faisait son discours. Je me suis tenu à l'arrière, écoutant pendant qu'il faisait l'éloge d'Émilie avec effusion. Émilie a toujours été notre étoile brillante, a-t-il dit, vers levé. La fille qui nous a rendus fiers par son intelligence, sa détermination et son bon jugement. La foule a applaudi chaleureusement. Certains enfants, a-t-il poursuivi, avec un regard appuyé dans ma direction, cherchent l'attention par leur apparence ou leur caprice, mais Émilie a de la substance, une vraie valeur. Thomas, tu as choisi une femme de qualité, pas seulement une beauté qui s'estompe ou qui peut être coupée. La référence à peine voilée a suscité des rires gênés chez les invités qui sentaient l'allusion mais n'en comprenaient pas la cruauté. À ce moment-là, en regardant mon père célébrer publiquement sa fille préférée tout en me lançant une pique après ce qu'ils avaient fait, quelque chose s'est cristallisé en moi. Cette famille ne changerait jamais. Les rôles étaient trop profondément ancrés. Je serai toujours le bouc émissaire, celle qui doit être diminuée pour qu'Émilie puisse se sentir supérieure. Mes parents permettraient et encourageraient toujours cette dynamique. Aucune quantité de pardon ou de compréhension de ma part ne changerait jamais cette vérité fondamentale. Alors que cette réalisation m'envahissait, un étrange calme a remplacé la blessure et l'humiliation. J'ai compris avec une clarté parfaite que je ne devais rien à ces gens, ni ma présence, ni mon pardon, et certainement pas ma soumission continue à leurs abus. Plus important encore, j'ai réalisé qu'ils méritaient des conséquences pour ce qu'ils avaient fait. De vraies conséquences durables qu'ils ne pourraient pas dissimuler avec des mensonges ou une manipulation sociale. Alors que je regardais Émilie et Thomas couper leur gâteau, entourés d'une famille et d'amis adorateurs, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Ils pensaient que me couper les cheveux m'avait neutralisée, m'avait rendue petite et impuissante. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient réellement fait. Ils avaient créé quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. La réalisation que je ne me souciais plus de préserver ma relation avec ma famille a été étonnamment libératrice. Pendant des années, j'avais marché sur des œufs, espérant que si j'étais suffisamment conciliante, suffisamment patiente, suffisamment aimante, ils finiraient par me le rendre. Cette illusion avait été coupée en même temps que mes cheveux. J'ai regardé la réception avec de nouveaux yeux, cataloguant les opportunités au lieu de penser mes blessures. Émilie et Thomas passeraient leur nuit de noces dans la suite nuptiale de l'hôtel Le Grand Dauphin avant de s'envoler pour Bali le lendemain matin pour leur lune de miel de 2 semaines. Tous leurs cadeaux et bagages étaient gérés par la coordinatrice du mariage, Sophie, qui avait une clé maîtresse de toutes les chambres liées au mariage. Alexandre m'a retrouvé pendant la partie dansante de la réception. « Comment vas-tu »
a-t-il demandé, avec une préoccupation sincère dans les yeux. En fait, j'aurais besoin d'aide, ai-je dit, prenant rapidement la décision de lui faire confiance. Je dois faire une course, mais je n'ai ni mon téléphone ni mes clés de voiture. Mes parents les ont pris. Ses sourcils se sont levés. Ils ont pris ton téléphone? C'est très contrôlant. Tu n'as aucune idée, j'ai répondu. Serais-tu prêt à m'aider? J'ai juste besoin de récupérer quelques affaires. À mon soulagement, il a accepté sans insister pour avoir des détails. Je peux m'échapper pendant environ 30 minutes sans que personne ne remarque. Ça te va? C'était parfait. Pendant la danse père-fille, Alexandre et moi nous sommes éclipsés vers sa voiture. Il m'a conduite à une pharmacie ouverte 24h24 où j'ai acheté ce dont j'avais besoin. Une bouteille de solution de poudre à démangeaison claire et incolore, un kit de couture et quelques autres fournitures. Tu vas me dire à quoi ça sert, a-t-il demandé alors que nous retournions. Probablement mieux si je ne le fais pas, j'ai répondu honnêtement. Mais je te promets que personne ne sera physiquement blessé. Il a hoché lentement la tête. Quoi qu'il soit arrivé avec tes cheveux, ce n'était pas un accident ou quelque chose que tu as fait, n'est-ce pas? Non, j'ai dit simplement. Ma mère les a coupés pendant que je dormais pour s'assurer que je n'aurais pas l'air plus jolie qu'Émilie au mariage. Ses mains se sont crispées sur le volant. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ça m'a ouvert les yeux sur des vérités que j'évitais depuis des années. De retour à la réception, Alexandre m'a aidé à rentrer sans attirer l'attention. Alors que nous nous séparions, il a glissé quelque chose dans ma main, sa carte de visite avec son numéro de téléphone personnel écrit au dos. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un ami, d'une oreille attentive, n'importe quoi, appelle-moi, a-t-il dit. Et Claire, quoi que tu prépares, fais en sorte que ça compte. L'alliance inattendue d'Alexandre stimulant ma confiance, j'ai mis mon plan en marche. D'abord, j'avais besoin d'accéder à la suite nuptiale. Pendant le lancer du bouquet, dont Émilie s'est assurée que j'étais exclu, j'ai approché Sophie, la coordinatrice du mariage. Émilie m'a demandé d'ajouter quelques touches spéciales à la suite nuptiale, j'ai menti en douceur. Une surprise pour Thomas. Oh, c'est tellement gentil, s'est exclamée Sophie. Je peux te laisser entrer quelques minutes. En fait, j'ai continué, elle voulait que ce soit une surprise pour tout le monde. Vous savez comme Émilie adore être la seule à être créditée des gestes attentionnés. J'ai lancé un regard complice qui suggérait que c'était une dynamique familiale. Sophie a hoché la tête en signe de compréhension. Voici ma clé maîtresse. Rends-la dans les 20 minutes et je ferai semblant de ne jamais t'avoir vu. Clé en main, je me suis éclipsé vers la suite nuptiale. À l'intérieur, j'ai travaillé rapidement et méthodiquement. D'abord, j'ai localisé la lingerie de nuit de mariage d'Émilie étalée sur le lit. À l'aide de la solution de poudre à démangeaison incolore, j'ai traité le tissu délicat en profondeur, en accordant une attention particulière aux zones les plus sensibles. La solution sécherait complètement transparente sans résidu ni odeur, mais s'activerait avec la chaleur corporelle. Ensuite, j'ai localisé leur bagage de lune de miel. J'ai traité certains articles vestimentaires, maillots de bain, sous-vêtements et quelques chemises avec la même solution. J'ai également trouvé leur dossier de voyage de lune de miel contenant leurs billets en première classe pour Bali. J'ai soigneusement photographié les billets originaux, puis les ai remplacés par des contrefaçons presque identiques que je créerai plus tard, ne changeant que l'heure du vol pour 13 heures plus tard que leur départ réel. Dans le sac de toilette d'Émilie, j'ai trouvé son kit de maquillage spécial mariage. J'ai laissé la plupart des articles intacts, mais j'ai échangé son mascara waterproof contre une version non waterproof de la même marque. L'humidité de Bali garantirait des yeux de raton laveur sur toutes les photos de lune de miel. Pendant que j'étais dans la suite, j'ai également pris des photos de la configuration de la chambre et des détails clés dont j'aurai besoin plus tard. J'ai placé une minuscule caméra sans fil indétectable dans le coin de la chambre, inclinée pour capturer la zone du lit, mais pas assez intime pour être réellement invasive. Je n'étais pas intéressé à violer complètement leur vie privée, juste assez pour documenter le chaos qui s'ensuivrait lorsque la poudre à démangeaison s'activerait. J'ai rendu la clé à Sophie exactement 19 minutes après l'avoir empruntée, la remerciant pour son aide avec la surprise d'Émilie. Elle m'a fait un clin d'œil complice, ne soupçonnant jamais qu'elle avait aidé à quelque chose au-delà d'un cadeau de mariage entre sœurs. La deuxième phase de mon plan nécessitait un accès numérique. Heureusement, Émilie avait toujours été négligente avec ses mots de passe,
utilisant souvent des variations de sa date de naissance ou du nom de nos animaux de compagnie d'enfance. Pendant une pause salle de bain, j'ai emprunté le téléphone d'une demoiselle d'honneur pour vérifier l'heure et j'ai rapidement accédé au stockage cloud d'Emily en utilisant son schéma de mot de passe prévisible. Là, j'ai trouvé toutes les photos professionnelles qui avaient déjà été téléchargées plus tôt dans la journée. J'ai téléchargé plusieurs photos clés, en particulier celle montrant Emily dans sa robe de mariée, radieuse. Celle-ci me serait utile plus tard. J'ai également noté ses informations de connexion aux médias sociaux et son accès par email pour la phase 3, qui serait exécutée après que j'ai quitté le mariage. Au moment où la réception touchait à sa fin, mes préparatifs étaient terminés. J'avais posé les bases d'une vengeance qui se déroulerait progressivement sur les jours suivants. Chaque élément était chronométré pour maximiser l'impact tout en m'assurant que rien ne pourrait être définitivement retracé jusqu'à moi. Alors qu'Emily et Thomas se préparaient à partir pour leur nuit de noces, douchés de pétales de rose et de vœux, je me tenais en retrait, observant avec un calme sourire. Ma mère a croisé mon regard, clairement suspicieuse de ma bonne humeur. « J'espère que tu ne prévois pas de faire une scène », a-t-elle sifflé en passant près de moi. « Je n'en rêverai pas », j'ai répondu sincèrement. J'ai accepté les choses exactement comme elles sont. Elle a semblé déconcertée par ma sérénité, mais a été rapidement distraite par les préparatifs du départ. Je n'ai pas pris la peine de leur dire au revoir, ni à Emily, ni à mes parents, ni à la famille élargie qui avait été témoin de mon humiliation sans intervenir. Ils ne méritaient pas de dénouement. Au lieu de cela, j'ai silencieusement quitté le lieu et pris un taxi pour un hôtel que j'avais réservé en utilisant le téléphone de la demoiselle d'honneur. Là, dans l'intimité de ma chambre, j'ai achevé la partie numérique de mon plan de vengeance. D'abord, j'ai créé les contrefaçons de billets d'avion, parfaitement assortis aux originaux, mais avec l'heure de départ plus tardive. Je les ai envoyés par email au centre d'affaires de l'hôtel pour qu'ils soient imprimés et livrés à la suite nuptiale avec une note de félicitations de la noce. Ensuite, j'ai accédé au compte de médias sociaux d'Emily et j'ai programmé plusieurs publications pour qu'elles soient mises en ligne pendant leur lune de miel. Rien d'ouvertement malveillant, juste des photos peu flatteuses et des légendes maladroitement formulées qui la feraient paraître légèrement ridicule auprès de sa communauté soigneusement sélectionnée. J'ai également envoyé un email anonyme soigneusement formulé au lieu de travail d'Emily, exprimant des inquiétudes concernant des divergences dans son CV, joignant des documents de son université montrant que sa date de remise de diplôme réel et sa moyenne générale différaient de ce qu'elle avait déclaré. C'était assez subtil pour déclencher une enquête, mais pas assez grave pour lui faire perdre son emploi définitivement. Enfin, j'ai monté une courte compilation vidéo utilisant de l'audio enregistré sur le téléphone emprunté de ma demoiselle d'honneur tout au long de la journée. Des extraits de mes parents et d'Emily discutant de l'incident de la coupe de cheveux, admettant que c'était délibéré et riant de mon humiliation. J'ai gardé cela pour une utilisation future potentielle, en fonction du déroulement des phases initiales de ma vengeance. En accomplissant ces tâches, j'ai ressenti un sentiment croissant de pouvoir et d'autonomie. Pour la première fois de ma vie, je n'acceptais pas passivement le traitement de ma famille. Je prenais le contrôle de ma propre narration. La perspective de voir la lune de miel d'Emily et Thomas dérailler à cause de démangeaisons, de vols manqués, d'embarras sur les médias sociaux et d'un examen professionnel ne m'a pas rempli de culpabilité, mais d'un sentiment de justice. Ils m'avaient violé physiquement et émotionnellement, pensant que j'absorberais simplement l'abus comme je l'avais toujours fait. Ils n'avaient aucune idée qu'en me coupant les cheveux, ils avaient aussi coupé les derniers fils de loyauté et de soumission qui m'avaient lié à eux. Ils pensaient avoir assuré qu'Emily brillerait le jour de son mariage en me diminuant. Au lieu de cela, ils avaient créé l'architecte de leur propre chute sociale. Et contrairement à eux, je m'étais assuré que ma vengeance serait impossible à retracer directement jusqu'à moi. Il n'y aurait aucune preuve concrète, seulement une série de coïncidences malheureuses qui jetteraient une ombre sur le mariage parfait et la lune de miel d'Emily. Alors que je m'endormais cette nuit-là dans ma chambre d'hôtel anonyme, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Demain apporterait le début des conséquences pour ma famille et le début de la liberté pour moi. Les premières indications que mon plan fonctionnait sont arrivées à 2h37 du matin, lorsque mon compte email temporaire a reçu une alerte automatique de la caméra cachée dans la suite nuptiale. J'ai regardé avec une satisfaction vindicative Emily se gratter frénétiquement la peau. Leur nuit de noces romantique se transformait en un cauchemar de démangeaison. Thomas l'a rapidement suivi, tous deux examinant la lingerie et les draps avec confusion. Ça brûle. Emily a gémi. Son maquillage de mariée parfait maintenant strié de larmes. Quelque chose ne va pas avec ses draps. Ils ont appelé la direction de l'hôtel,
exigeant de nouvelles draps et un changement de chambre au milieu de la nuit. Je ne pouvais qu'imaginer la scène, la mariée autoritaire dans sa lingerie qui gratte, le jeune marié confus, le réceptionniste de nuit déconcerté. Au moment où de nouvelles chambres ont été arrangées, leur nuit de noces romantique était complètement ruinée. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des jours. Le lendemain matin a apporté une avalanche de messages paniqués d'Émilie au groupe de discussion de ces demoiselles d'honneur, que je surveillais grâce à l'accès que j'avais toujours sur le téléphone emprunté. Leur vol pour Bali était prévu pour 10 heures, mais grâce à mon échange de billets, ils ne découvriraient le problème qu'au moment de l'enregistrement. Urgence, a envoyé Émilie par texto à 8h43. Nos billets sont faux. L'aéroport dit qu'ils sont pour 13 heures, mais l'email de confirmation dit 10 heures. Je panique. La cascade de problèmes s'est poursuivie tout au long de la journée. Quand ils ont finalement embarqué sur leur vol plus tardif, ils ont découvert que leur bagage était parti avec l'avion original et resterait sans surveillance à Bali pendant des heures. Les comptes de médias sociaux d'Émilie ont commencé à publier les photos de mariage peu flatteuses que j'avais programmées, montrant son double menton sur l'une, une expression faciale bizarre sur une autre, le tout avec des légendes qui ressemblaient suffisamment à elle pour être crédibles, mais étaient subtilement égocentriques et ridicules. Me sentant littéralement comme la mariée la plus belle de l'histoire aujourd'hui. Désolé pour toutes les autres mariées qui ne pourraient jamais, ses amis commentaient avec confusion, certains lui envoyant des messages privés pour demander si elle allait bien ou si son compte avait été piraté. Au moment où Émilie a réalisé ce qui se passait, les publications étaient en ligne depuis des heures, vues par des centaines de ses followers. Pendant ce temps, de retour à la maison, les retombées du mariage se propageaient d'une manière que je n'avais pas directement orchestrée, mais qui, j'espérais, se produirait. Marina, la coiffeuse, avait en effet raconté la vérité sur mes cheveux à plusieurs personnes, exprimant son horreur face à ce que ma mère avait fait. Cela a déclenché des murmures dans notre cercle social, beaucoup me contactant directement une fois que j'ai réactivé mon téléphone habituel. « Est-ce vrai ce qu'ils t'ont fait ?» a envoyé ma cousine Léa. « C'est vraiment dingue. J'ai toujours su que tante Isabelle favorisait Émilie, mais là, c'est un autre niveau », a écrit mon cousin, Mathieu. Même la meilleure amie de ma mère, Martine, a envoyé un message hésitant. « Je connais ta mère depuis 30 ans, et je suis choqué. Est-ce que tu vas bien, chérie ?» J'ai répondu sélectivement, ne confirmant ni ne niant les rumeurs, ce qui n'a fait qu'alimenter davantage de spéculations. La compilation vidéo que j'avais créée est restée inutilisée, une option nucléaire si nécessaire. 3 jours après le début de la lune de miel d'Émilie et Thomas, la poudre à démangeaison que j'avais appliquée sur certains vêtements continuait de causer des problèmes. Les messages frénétiques d'Émilie à ces demoiselles d'honneur détaillaient des éruptions cutanées mystérieuses, des visites d'urgence à la pharmacie et des excursions gâchées. Les photos Instagram soigneusement mises en scène qu'elle parvenait à publier entre celles que j'avais programmées montraient des sourires crispés et une peau rouge et irritée mal dissimulée par des filtres. Une semaine après leur voyage, j'ai reçu un appel inattendu d'Alexandre. « Je ne sais pas exactement ce que tu as fait », a-t-il dit sans préambule, mais Thomas vient d'appeler ses parents, paniqués par tout ce qui va mal. Émilie est en pleine crise de nerfs parce que son travail a appelé concernant des divergences dans son historique d'emploi. J'ai souri intérieurement. Le tuyau anonyme avait fait mouche. Ça semble stressant, j'ai répondu d'un ton neutre. Les lunes de miel peuvent être si imprévisibles. Il y a eu une pause. Tu es quelqu'un d'autre, Claire, a-t-il finalement dit, mais son ton était admiratif plutôt qu'accusateur. Écoute, je suis de retour en ville la semaine prochaine. Voudrais-tu prendre un café? Pas de discussion sur le mariage, je promets. L'invitation m'a surprise, mais pas désagréablement. J'aimerais bien, j'ai répondu. Mes parents ont commencé à appeler sans cesse autour du 10e jour de la lune de miel, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Claire, nous devons parler de ces rumeurs qui circulent, a exigé la voix tendue de mon père. Les gens disent des choses très inappropriées sur notre famille. Chérie, quel que soit le malentendu qui s'est produit, nous devons présenter un front uni, a insisté le message faussement doux de ma mère. La loyauté familiale est tout. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur la reconstruction de ma vie. J'avais déménagé de mon appartement pour un nouvel endroit, utilisant les économies que j'avais accumulées discrètement pendant des années. J'avais pris une semaine de congé pour tout digérer et j'envisageais une offre d'emploi dans une autre ville, loin de la sphère d'influence de ma famille. Le moment le plus satisfaisant est arrivé lorsqu'Émilie et Thomas sont revenus de leur lune de miel.
Au lieu des jeunes mariés rayonnants et détendus qu'ils s'attendaient à être, ils sont arrivés à la maison épuisés, irrités et arborant des éruptions cutanées persistantes. L'image soigneusement cultivée d'Émilie sur les médias sociaux avait été ternie par les publications que j'avais programmées, et l'enquête de son lieu de travail était toujours en cours. C'était censé être la période la plus heureuse de ma vie, a-t-elle sangloté auprès de notre cousine Louise, qui m'a ensuite rapporté la conversation. Tout a mal tourné. Ma lingerie m'a donné une éruption. Nous avons raté notre vol original. Nos bagages sont restés à l'aéroport de Bali pendant des heures et quelqu'un a volé mes chaussures préférées. Mon Instagram publiait des choses que je n'avais pas écrites. Et maintenant, mon patron remet en question mes qualifications. C'est beaucoup de malchance, avait prudemment répondu Louise. Ce n'est pas de la malchance, avait claqué Émilie. C'est comme si quelqu'un avait délibérément tout saboté. Mais elle n'avait aucune preuve, aucun moyen de relier les points à moi. J'avais pris soin de m'assurer que chaque élément de ma vengeance pouvait être expliqué par des incidents mineurs. La poudre à démangeaison pouvait être une réaction allergique à la lessive. La confusion sur l'heure des billets pouvait être une erreur de réservation. Les problèmes de médias sociaux arrivaient tout le temps. Et si Émilie avait effectivement falsifié ses qualifications, ce n'était guère la faute de quelqu'un d'autre. Un mois après le mariage, j'ai rencontré mes parents pour un café dans un lieu neutre, un café animé où ils ne pouvaient pas faire de scène. Ils avaient l'air hagards, vieillis par les retombées sociales de leurs actions. Nous devons mettre les choses au clair, a commencé mon père sans préambule. Ces rumeurs qui circulent sur ce qui s'est passé avec tes cheveux nuisent à notre réputation. Quelles rumeurs ? J'ai demandé innocemment. Que vous m'avez coupé les cheveux pendant que je dormais pour vous assurer que je ne serais pas plus jolie qu'Émilie à son mariage. Ce n'est pas une rumeur, papa. C'est ce qui s'est passé. Ce n'était pas comme ça, a insisté ma mère, bien que ses yeux aient furtivement regardé ailleurs, coupable. Nous essayons de t'aider. Tu t'es toujours caché derrière ton apparence. Et nous pensions. Stop, j'ai interrompu calmement. Je ne suis pas là pour écouter vos justifications. Je suis ici pour vous dire que je déménage à Lyon pour une nouvelle opportunité d'emploi. Je ne serai pas disponible pour les réunions de famille à l'avenir. Tu ne peux pas simplement nous couper les ponts, a braillé mon père. Nous sommes tes parents. Regarde-moi faire, j'ai répondu, en me levant. Au fait, j'ai des enregistrements de vous deux admettant ce que vous m'avez fait avec mes cheveux et en riant. Si vous essayez un jour de me contacter à nouveau ou de répandre des mensonges à mon sujet, ces enregistrements trouveront leur chemin vers toutes les personnes que nous connaissons. C'était un risque calculé. J'avais bien de l'audio, mais il n'était pas aussi accablant que je le prétendais. Leurs visages pâlirent. La menace a fonctionné. Tu ne ferais pas ça, a chuchoté ma mère. Et c'est moi, j'ai défié. Vous avez créé cette version de moi lorsque vous m'avez violé dans mon sommeil. Vivez avec les conséquences. Je suis sorti de ce café en me sentant vraiment libre pour la première fois de ma vie. La famille qui m'avait diminué pendant des années n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Ma vengeance m'avait non seulement apporté de la satisfaction, mais elle avait aussi coupé les liens malsains qui m'avaient attaché à leur dynamique toxique. Émilie m'a finalement envoyé un seul message. Je sais que c'est toi. Je ne peux pas le prouver, mais je sais. Je n'ai jamais répondu. Elle ne méritait même pas cette reconnaissance. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la construction de ma nouvelle vie, une vie où j'étais valorisé pour ma personne entière, pas diminué parce que je brillais trop fort. Et étonnamment, cette nouvelle vie incluait Alexandre, dont l'invitation à un café s'est transformée en dîner, qui s'est transformé en rendez-vous régulier. Je savais que tu étais spécial dès le moment où j'ai vu comment tu as géré la situation de ce mariage, m'a-t-il dit des mois plus tard. Quiconque peut endurer ce que ta famille a fait et en ressortir plus fort a une résilience rare. C'était étrange d'être apprécié pour les qualités même que ma famille avait essayé de briser. Mais alors que mes cheveux repoussaient, maintenant en un carré élégant qui me convenait mieux que mes longues vagues, j'ai réalisé qu'en essayant de me rabaisser, ma famille m'avait involontairement forcé à grandir d'une manière que je n'aurais jamais fait autrement. Leur trahison m'avait libéré. 6 mois après ce que j'appelle maintenant l'incident du mariage, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mes cheveux avaient poussé en un carré chic et sophistiqué qui encadrait parfaitement mon visage, un style que je n'aurais peut-être jamais essayé sans y être forcé par les circonstances. Ce qui avait commencé comme une violation avait ironiquement conduit à une transformation physique qui convenait mieux à la nouvelle moi, plus forte, plus confiante,
moins disposé à atténuer ma lumière pour le confort des autres. J'avais déménagé à Lyon, accepté cette opportunité d'emploi passionnante et je m'épanouissais dans un lieu de travail qui valorisait mes contributions plutôt que de les voir comme des menaces. Mon appartement offrait une vue imprenable, et chaque matin, je buvais mon café sur mon petit balcon, regardant les bateaux sur l'eau et m'émerveillant de la paix que pouvait être la vie sans drame familial constant. Ma relation avec Alexandre s'était épanouie en quelque chose que je ne savais pas possible, contrairement à ma famille, il célébrait mes succès et me soutenait dans les défis sans compétition ni manipulation. Quand j'ai reçu une promotion juste 4 mois après mon nouvel emploi, il a apporté du champagne et préparé le dîner, sincèrement fier de mon accomplissement. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» a-t-il dit cette nuit-là alors que nous portions un toast à mon succès. « Tu as traversé quelque chose qui aurait brisé la plupart des gens. Et au lieu de laisser cela te définir comme une victime, tu l'as utilisé comme un catalyseur pour construire une vie meilleure. » Sa perspective m'a aidé à traiter ce qui s'était passé de manière plus saine. Bien que ma vengeance du mariage m'ait donné une satisfaction temporaire, la vraie victoire ne résidait pas dans le chaos que j'avais créé pour la lune de miel d'Émilie ou dans les conséquences sociales qu'ont subies mes parents. La victoire était dans la récupération de mon pouvoir et mon refus de rester dans des relations qui exigeaient ma diminution. J'ai maintenu des contacts limités et soigneusement délimités avec les membres de ma famille élargie qui m'avaient contacté avec une préoccupation sincère après le mariage. Ma cousine Léa a visité Lyon pendant un week-end, et nous avons eu des conversations honnêtes sur les dynamiques familiales que nous avions toutes les deux observées mais jamais reconnues auparavant. « J'ai toujours pensé que tes parents étaient si durs avec toi », a-t-elle admis pendant le dîner. Mais je n'ai jamais rien dit parce que, eh bien, ce sont les adultes, n'est-ce pas? Je me disais qu'ils devaient savoir ce qu'ils faisaient. C'est ainsi que se perpétuent les dynamiques abusives, ai-je répondu, utilisant le langage que j'avais appris en thérapie. Tout le monde regarde, mais personne n'intervient parce qu'il suppose qu'il doit y avoir une justification qu'il ne voit pas. Mes parents et Émilie ont fait des tentatives sporadiques pour rétablir le contact, mais jamais avec une vraie responsabilité. Ma mère a envoyé une carte de Noël avec un chèque cadeau pour un salon de coiffure, son idée d'excuse qui passait complètement à côté de l'essentiel. Mon père a laissé des messages vocaux sur les obligations familiales et le fait d'aller de l'avant sans jamais reconnaître ce qu'ils avaient fait. Émilie envoyait occasionnellement des SMS qui vacillaient entre accusateurs et faussement conciliants. Je n'ai répondu à aucun d'eux. La distance et le silence n'étaient pas des punitions, mais des limites, des protections nécessaires pour mon processus de guérison. Ce parcours de guérison était complexe et non linéaire. J'ai travaillé avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux, décortiquant non seulement l'incident du mariage, mais les années de diminution subtile qui l'avaient précédé. J'ai découvert qu'une grande partie de mon estime de soi avait été liée à la validation externe, en particulier autour de mon apparence, que ma famille avait simultanément prisée et utilisée pour me punir. Ils ont utilisé ta beauté comme une arme contre toi, a observé ma thérapeute. Ils t'ont appris que c'était à la fois ton plus grand atout et ton plus grand défaut de caractère. Cette perspicacité m'a aidé à développer une relation plus saine avec mon apparence. J'ai commencé à voir mon physique comme un simple aspect de mon identité plutôt que sa caractéristique définissante ou sa plus grande responsabilité. J'ai pris plaisir à bien m'habiller et à me coiffer, mais je ne craignais plus d'éclipser les autres ni ne m'excuser pour mes attributs naturels. L'une des expériences les plus curatives est venue par un canal inattendu. Après avoir partagé des fragments de mon histoire sur un forum de soutien en ligne pour les personnes ayant des relations familiales toxiques, j'ai reçu des dizaines de messages d'autres personnes ayant des expériences similaires. Leurs histoires de trahison familiale, de rôle de bouc émissaire et le difficile parcours vers la guérison ont profondément résonné en moi. Inspiré par cette connexion, j'ai démarré un petit groupe de soutien à Lyon pour les personnes naviguant dans des dynamiques familiales toxiques. Nos réunions mensuelles sont devenues des espaces sacrés où les blessures pouvaient être reconnues, les limites célébrées et les parcours de guérison honorés sans jugement. Tu as transformé ta douleur en but, a observé Alexandre après que je lui ai raconté une séance de groupe particulièrement marquante. C'est la différence entre une simple vengeance et une vraie justice. Ces mots sont restés avec moi. Si ma vengeance du mariage m'avait donné une satisfaction temporaire, la vraie transformation est venue de la construction de quelque chose de constructif à partir des ruines de ces relations. Les membres de mon groupe n'étaient pas intéressés à se venger de leur famille toxique. Ils voulaient se libérer et aider les autres à faire de même. À l'approche du premier anniversaire du mariage, j'ai reçu un long email de ma mère. Contrairement à ses précédentes tentatives de contact, celui-ci contenait quelque chose ressemblant à une reconnaissance de responsabilité. Je vois une conseillère à l'église, a-t-elle écrit.
Elle m'aide à comprendre que ce que nous t'avons fait était mal. Je ne vais pas chercher d'excuses. À l'époque, je croyais sincèrement que j'équilibrais une sorte de balance cosmique en te rendant moins belle pour le jour d'Émilie. Je vois maintenant à quel point cette pensée était tordue. Je n'attends pas de pardon. Mais je voulais que tu saches que je reconnaissais le mal que j'avais causé. J'ai lu l'email plusieurs fois, cherchant l'angle manipulateur, la culpabilisation cachée ou la demande. N'en trouvant aucune, je me suis permis de ressentir les émotions complexes qu'il déclenchait, la justification, la colère persistante, un espoir prudent et une profonde tristesse pour la relation mère-fille que nous aurions pu avoir dans un système familial plus sain. Après mûre réflexion, j'ai répondu par une seule phrase. Merci d'avoir reconnu le mal. C'est un premier pas. Je n'ai pas offert de pardon ni de relation rétablie, mais j'ai laissé la porte entr'ouverte à la possibilité de guérison si un vrai changement survenait. C'était le maximum que je pouvais honnêtement donner. Mon père n'a jamais atteint une prise de conscience similaire. Et Émilie est restée convaincue qu'elle avait été la victime de ma jalousie plutôt que la bénéficiaire de leur cruauté. Certaines relations ne peuvent être sauvées, et cette connaissance ne me dévastait plus. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la famille que je construisais par choix, des amis qui me célébraient plutôt que de rivaliser avec moi, un partenaire qui voyait tout de moi et aimait ce qu'il voyait, et une communauté de fellow survivants qui comprenaient le voyage du traumatisme à la guérison. Alexandre a demandé ma main par une soirée pluvieuse à Lyon, 18 mois après notre rencontre, me présentant une bague qui avait appartenu à sa grand-mère. « Tu m'as appris à quoi ressemble le courage », a-t-il dit en s'agenouillant devant moi. Je veux passer ma vie avec quelqu'un qui sait aimer férocement et vivre authentiquement, même quand c'est difficile. J'ai dit oui à travers des larmes de joie, m'émerveillant de la façon dont mon pire jour avait finalement conduit à mes meilleurs jours. Lorsque nous avons discuté des plans de mariage, il n'y avait aucune question quant à savoir si ma famille biologique serait invitée. Leur absence n'était pas punitive, mais protectrice de la joie sacrée que nous étions en train de créer ensemble et de l'avenir sain que nous construisions. La famille, c'est ceux qui te traitent comme de la famille, ai-je dit à Alexandre alors que nous finalisions notre petite liste d'invités de véritable soutien. Je l'ai appris à mes dépens. La nuit précédant notre cérémonie intime, je me suis tenu devant le miroir, passant mes doigts dans mes cheveux, maintenant coupés au carré élégant jusqu'aux épaules que j'aimais. Je reconnaissais à peine la femme qui s'était autrefois laissée diminuer pour mettre les autres à l'aise. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui comprenait que sa valeur n'était pas déterminée par la capacité des autres à la célébrer. En repensant au chemin parcouru depuis cette horrible matinée avant le mariage d'Émilie jusqu'à cette soirée paisible avant le mien, j'ai réalisé que la plus grande vengeance n'avait pas été dans le chaos que j'avais créé pour eux, mais dans la paix que j'avais créée pour moi-même. Ils avaient essayé de me couper mon pouvoir, sans jamais réaliser qu'ils étaient en fait en train de me libérer. Avez-vous déjà vécu une trahison qui a finalement conduit à un changement positif dans votre vie? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si mon parcours a résonné en vous, veuillez vous abonner pour en savoir plus sur la gestion des dynamiques familiales difficiles et la construction d'une vie de joie authentique. Merci d'avoir écouté mon histoire. Puisse-t-elle vous rappeler que parfois, nos blessures les plus profondes deviennent nos plus grandes sources de force et de sagesse. Aimez, partagez et rappelez-vous, la famille doit vous élever, pas vous rabaisser.